Épisode du podcast Autour d'un verre. J'aimerais premièrement vous remercier pour les commentaires que j'ai reçus par rapport aux premiers épisodes. Donc, c'est certain que ça fait toujours chaud au cœur de savoir que ce projet-là, il y a un intérêt. Puis, il y a des interactions. J'ai adoré vous lire. J'ai adoré recevoir les bons commentaires. Et cette semaine, donc, un épisode de bonbons où je vais vous parler de mes coups de cœur. Je vais vous parler de la bouteille de vin qui m'a fait tomber en amour avec le monde de la sommellerie. Mais naturellement, vous le savez, le golf est arrivé avant le vin. Alors, je voulais vous parler des personnes qui m'ont donné la piqûre, des terrains de golf qui m'ont fait ouvrir les yeux sur les opportunités de jouer au golf à l'extérieur du Québec. Et aussi de mes idoles, donc dans le monde du golf en grandissant. Il y en a quelques-uns, mais je veux vous en parler principalement de deux. Avant de commencer, j'aimerais remercier donc l'équipe de l'agence EA pour le nouveau partenariat avec Galvin Green. Donc le chandail que je porte en ce moment, Galvin Green, c'est une compagnie que j'adore, que j'apprends à découvrir et je voulais simplement remercier l'équipe de agence EA pour la confiance que vous avez envers moi. Alors voilà, c'est dit. On se lance dans le vif du sujet. Donc, comme je vous l'ai mentionné plus tôt dans un épisode précédent, donc j'ai commencé à jouer au golf très très jeune et ça, c'est grâce à mon père. Mon père, André Gicoté, alias Tiger. Donc, dans le monde du vin, le surnom de mon père, c'est Tiger. Pourquoi? Parce que c'est un golfeur exceptionnel. C'est vraiment la personne qui m'a donné la passion, qui m'a appris comment tenir un bâton, comment commencer à jouer au golf. Mais c'est grâce à lui. Et ce que j'adore du monde du golf, c'est que j'ai eu la chance de commencer à jouer en même temps que ma mère qui, elle, n'avait jamais joué. Donc, les deux ont débuté dans le monde du golf. Et grâce à mon père, donc, on a décidé de commencer à jouer au golf en famille. Et ça nous a permis, en fait, d'apprendre, de passer au travers des mêmes étapes, ma mère et moi. Mêmes étapes, c'est quoi? Juste la première balle qui a levé. Donc ça, c'est déjà une grande étape où la première fois qu'on a réussi à compléter un trou. Et ça paraît bête comme ça, mais lorsqu'on retourne un peu à nos débuts, puis c'est ça qui est intimidant, mais juste de compléter un premier trou, pour nous, c'était une belle victoire. Puis après ça, notre premier double bogey, notre premier bogey, ensuite notre premier par et wow, finalement notre premier birdie. Donc c'est de là qu'est venue la passion du golf. Donc je le dois grâce à Tiger. Donc AJ côté dans le monde du golf. Et AJ m'a donné aussi cette passion-là, mais parce que les gens qui le connaissent, AJ, c'est quelqu'un qui est intense dans tout ce qu'il fait. Mais cette intensité-là aussi se traduit en passion, puis ce désir de vouloir s'améliorer. Et ça, je le partage. Et j'ai appris grâce à lui. Et maintenant, ça fait en sorte que je suis le golfeur professionnel que je suis. En fait, là, c'est en grande partie grâce à lui. J'ai eu des entraîneurs au courant de ma carrière amateur, ma carrière professionnelle. Puis je vais avoir la chance de vous en parler. Mais je ne veux pas vendre le punch tout de suite parce que il va y avoir un épisode tout dédié à AJ. Vous allez avoir la chance de le rencontrer pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ceux qui le connaissent, vous allez avoir la chance d'entendre là, des histoires exclusives que probablement vous ne savez pas qu'on partage AJ et moi. Donc ça commence là. Le monde du golf est entré dans ma vie jeune, mais naturellement, c'est un sport qu'on pratique en famille encore aujourd'hui et maintenant on le pratique tant avec ma soeur qu'avec mes neveux et je me répète, mais c'est pour marteler le message que c'est ce que j'adore de ce sport-là, c'est qu'on peut le pratiquer en famille. Maintenant, en grandissant, comme la majorité des gens de ma génération, j'ai grandi en regardant Tiger Woods jouer et c'est vraiment lui qui a mis, selon moi, le sport sur la map. Les bourses ont augmenté, les cotes d'écoute augmentaient quand Tiger était là, puis on se demandait à chaque fois qu'il allait frapper la balle, quel coup exceptionnel il allait nous sortir. Donc, naturellement, là, tout de suite, ça me vient en tête au 16e Augusta National lors du Masters, son chip avec le logo de Nike, absolument incroyable, digne d'une histoire de Hollywood. Et c'est rare que je vais faire ce genre de commentaires-là et je me permets de vous le mentionner. Je vais enlever le côté politique, éditorial de la chose. Tiger Woods, l'athlète, c'est l'idole de notre sport. C'est une des personnes ou un des athlètes les plus dominants, tout sport confondu. Tiger Woods, l'individu, on laisse ça pour un autre podcast. Et voilà. Après Tiger, il y a eu Rory. Pour moi. Et Rory McIlroy, ce que j'ai adoré,
c'est sa résilience et le fait que très très jeune, à 9-10 ans, là, il faisait déjà les manchettes, faisait déjà les émissions de télé. Tiger Woods a mis le sport sur la map et j'ai l'impression que Rory a poursuivi ce leg-là. Et moi, Rory, c'était mon joueur préféré en grandissant et ce l'est encore aujourd'hui. Et ce qui relie ces deux athlètes d'exception-là, ben vous l'aurez deviné, ça tourne autour du Masters et de Augusta National. J'étais à l'emploi à ce moment-là de Nike Golf, lorsque Rory a vraiment eu une ascension, mais de voir d'année en année la quête de vouloir gagner le tournoi des maîtres, moi j'ai trouvé ça absolument exceptionnel. Et l'année passée, donc en 2025, de voir Rory finalement réussir à enfiler le veston vert d'une façon absolument dramatique contre un de ses grands amis, Justin Rose, en prolongation, frappe le coup lorsqu'il fallait, malgré des embûches, c'est loin d'être une ronde parfaite. Honnêtement, j'en parle, j'ai encore des frissons qui montent sur les bras parce que pour moi, ça a été un accomplissement absolument extraordinaire et j'ai trouvé ça tellement mérité que Rory finalement réussisse à mettre le fameux veston vert et qui sait, hein, le Masters est à nos portes. Et on va se disputer, donc ils vont se disputer le veston vert encore cette année, mais qui sait, peut-être que Rory a finalement débloqué le Masters. Il va peut-être défendre son titre, on va le savoir très bientôt. Donc ces deux athlètes-là m'ont donné la piqûre, mais lorsque j'ai grandi, j'ai eu la chance de jouer des parcours au Québec absolument extraordinaires. J'ai été très choyé de jouer parmi les plus beaux terrains de golf au Québec. Les Royal Montréal de ce monde, les Laval-sur-le-Lac, le Kanawaki, Beaconsfield, Summerlee, Whitlock. J'ai eu la chance d'en jouer beaucoup, des super beaux. Pine Grove sur la Rive-Sud. Mais c'est lorsque j'ai eu la chance de faire des voyages de golf que j'ai découvert à quel point ce sport-là me passionnait parce que le type de gazon est différent. L'ambiance lorsqu'on va jouer à l'extérieur, donc de notre propre terrain, mais c'est là qu'on découvre à quel point c'est vaste et il y a tellement des beaux parcours à jouer. Et le premier parcours qui m'a vraiment donné la piqûre, qui m'a ouvert les yeux, c'est un parcours en Caroline du Nord qui s'appelle Thistle. Et moi, c'était la première fois que je jouais un parcours tellement difficile. Pourquoi? Parce que sur 17 des 18 trous, il y avait un obstacle d'eau. Et sur une des normales 3, donc il y avait ce qu'on appelle un Island Green, une île. Donc on est obligé de passer la balle dans les airs. La balle ne peut pas se rendre au vert en roulant. Le green est entouré d'eau. Donc, comme on voit là dans certains tournois du PGA Tour. Donc, c'est là où j'ai fait, OK, il y a vraiment des beaux défis de golf un petit peu partout. Plus récemment, j'ai eu la chance d'aller dans le New Jersey, donc 5 heures de route maximum. Un resort qui s'appelle Crystal Springs Resort avec mon père et avec un de nos très bons amis. Et on a découvert Crystal Springs Resort. Moi, c'était la première fois, donc j'ai jamais eu la chance d'aller jouer en Irlande ou en Écosse. Et c'est la première fois que j'ai joué un vrai links course, un terrain qui s'appelle Ballyowen. Et Ballyowen, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment, littéralement recréé un terrain d'Irlande, donc avec le fescue, avec l'herbe longue, des verres gigantesques. Donc, tu peux frapper le verre et avoir un putt de 100 pieds. Des bonnes normales 3 très difficiles où la balle, si tu tombes sur le mauvais plateau, tu peux avoir des coups roulés d'une longueur absolument phénoménale. Mais c'est pas là nécessairement où on veut frapper des flop shots. Il faut jouer des bump and run, il faut jouer des coups roulés ou garder la balle basse parce qu'il vente et il n'y a pas d'arbre là-bas. C'est ça qui est extraordinaire. Et j'ai absolument adoré les links course. J'avais jamais vraiment eu la chance d'en jouer un. Donc, mon histoire d'amour, en fait, est en 3 temps. Qui m'a introduit au sport? C'est mes idoles, qui que je regardais en grandissant. J'ouvrais la télé, Tiger Woods était là, on était émerveillés. Puis de voir Rory McIlroy finalement passer au travers de ses attentes. Puis il a utilisé là, des coachs comme Brad Faxon pour son putting. Il est allé voir le docteur, donc le psychologue sportif qui est si reconnu dans le monde du golf, Bob Rotella. Et finalement, il a réussi à percer le mystère d'Augusta National, qui pour moi est le terrain le plus mythique, absolument extraordinaire. C'est féerique même d'écouter le Masters. Et pour moi, le dimanche du tournoi des maîtres, ben, c'est sacré. On est rivé devant la télé, on se fait une bonne bouffe, on ouvre des bonnes bouteilles de vin et on regarde le spectacle. C'est pour les golfeurs et même, j'ai le goût de dire, pour les non-golfeurs, notre Super Bowl à nous, donc le tournoi des maîtres. Si on se dirige dans le monde du vin,
qu'est-ce qui m'a donné la piqûre? Et j'ai eu la chance, en grandissant, encore là, grâce à mes parents, d'être exposé à des sommeliers d'exception. Parmi les meilleurs sommeliers au Canada, voire même les meilleurs sommeliers d'Amérique, et même les meilleurs sommeliers du monde. Donc, j'ai eu la chance d'être exposé. Donc, ces sommeliers-là venaient à la maison, puisque mon père étant anciennement président de l'Association sommelier professionnelle, donc l'ACSP, ben, il organisait des levées de fonds, mais il organisait aussi donc, des pratiques de dégustation avec parmi les meilleurs sommeliers du Québec, les meilleurs sommeliers du Canada, mais avec certaines des meilleures bouteilles sur la planète vin. Alors, j'ai eu la chance à un très jeune âge d'être exposé à ce niveau de connaissance-là, cette rigueur-là au niveau de la dégustation. Et lorsque je suis venu en âge, j'ai découvert une bouteille de vin liquoreux, en fait, qui s'appelle le quart de chaume. Et le quart de chaume, ce qu'il faut savoir, c'est un vin liquoreux à beaucoup, beaucoup de sucre. Donc, pour quelqu'un qui commence, qui n'aime pas nécessairement les gros vins rouges tanniques, ben, c'était parfait. Après ça, c'est sûr qu'on ne peut pas boire juste des vins liquoreux, ça vient trop sucré, c'est quasiment comme boire du sirop d'érable. À un moment donné, on en aurait un petit peu trop. Et c'est là où j'ai découvert donc, la première bouteille de vin, donc, qui n'est pas un vin liquoreux, qui m'a fait tomber en amour avec la sommellerie. C'est une bouteille de vin d'un producteur qui s'appelle Miguel Torres. Miguel Torres, en Espagne, c'est un des plus gros producteurs. Et il est répandu, donc ses produits sont répandus à travers le monde. Et la bouteille de Miguel Torres qui m'a fait tomber en amour, c'est le Maslaplana. Et à ce moment-là, lorsque j'ai découvert, donc j'étudiais en sommellerie et j'ai découvert le Maslaplana, c'est une bouteille qui se détaillait autour de 50-55$, donc quand même pas donné. À ce moment-là, j'étais relativement jeune, 19-20 ans, donc pour moi, 50$ sur une bouteille de vin, c'était quand même dispendieux, et ça l'est encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec le Maslaplana, et surtout avec le phénomène Miguel Torres, c'est que il est tellement connu que maintenant, les Maslaplana, premièrement, ils sont rares parce qu'ils sont vendus très, très rapidement, mais le prix a augmenté considérablement. Là, je pense qu'on est autour de centaines de dollars et c'est un peu le principe dans n'importe quelle industrie de l'offre et de la demande. Donc, Maslaplana est devenu tellement connu que tout le monde se les arrachait. Donc, naturellement, eux autres, ben, ils ont monté les prix. Et c'est là où je me suis posé la question, bon, je ne peux pas toujours dépenser 50, 60, 70, 100$ sur une bouteille de vin, alors je vais essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix et je me suis aperçu que oui, c'est certain que les vins d'Italie, les vins d'Espagne, les vins de France, c'est des super bons rapports qualité-prix, mais il y a autre chose. Et ce qu'il faut savoir dans le monde du vin, c'est qu'il y a les pays qu'on appelle donc de l'ancien monde, qui sont les pays européens. Majoritairement, les gros producteurs, donc l'Italie, l'Espagne, la France, le Portugal, c'est des gros producteurs. Mais les autres pays qui ne se retrouvent pas en Europe, on appelle ça les pays du Nouveau Monde. Et je suis tombé en amour avec deux pays, donc le Chili et l'Argentine, qui sont séparés par la cordillère des Andes. Et j'ai eu la chance de déguster un produit qui s'appelle Cheval des Andes. Bon. Cheval des Andes, je trouve ça intéressant. Pourquoi le mot cheval? Pourquoi Andes? Bon. Alors, Andes, Cordillère des Andes, le nom vient de là. Donc, le vignoble est tout au bas de la Cordillère des Andes, donc ce qui est très, très propice pour la production de vin. Et Cheval, bon, ben, je me suis aperçu que les producteurs de Cheval Blanc, donc, parmi un des vins les plus mythiques sur la planète à Bordeaux, donc Cheval Blanc, mais les producteurs de Cheval Blanc ont décidé d'acheter des parcelles de terre au bas de la Cordillère des Andes et de faire du vin. Parce qu'il faut comprendre que les deux hémisphères sont opposés au niveau de la production. Donc, lorsque c'est les vendanges en Europe, en France dans ce cas-ci, ben, c'est pas le même moment des vendanges donc, en Argentine. Donc, c'était parfait. Ils ont pu amener leur connaissance, leur expertise, leur savoir de Cheval Blanc en Argentine et faire le produit donc, qui s'appelle Cheval des Andes, qui est un produit absolument particulier, très représentatif des vins d'Argentine. Le même principe est arrivé avec Maslaplana sur le vignoble, donc Cheval des Andes, et malheureusement, c'est pratiquement impossible de mettre la main sur une bouteille de Cheval des Andes parce que la demande a augmenté, les gens se sont aperçus que bon, ben, c'est l'expertise de Cheval Blanc qui était là, et franchement, le rendu était vraiment, vraiment réussi. Les gens qui me connaissent, après une bonne partie de golf sur une terrasse, vont savoir que j'adore des vins qu'on va appeler des vins de soif. Et donc, je me suis dirigé vers les vins d'Autriche avec un cépage qui s'appelle le Grüner Veltliner. Et ce cépage-là, je suis tombé en amour
avec un vin qui, somme toute, qu'on appelle un vin de soif, donc sans prétention, pas besoin de manger. On est sur une terrasse, il fait chaud, on veut un verre de vin qui est désaltérant. Ben, je me suis tourné vers le Gruner. J'adore les Pinot Grigio, j'adore les Chablis, mais à un moment donné, je voulais avoir quelque chose d'un petit peu plus facile, un petit peu plus passe-partout, et c'est là où je suis tombé sur le cépage, donc on appelle le Gruner Veltliner. La petite histoire d'amour de vin, très sommairement, c'est ces produits-là. Et j'ai eu la chance de voyager un peu, mais sans dire de prendre l'avion. J'ai eu la chance de voyager, de prendre la voiture et de descendre la 401, m'en aller dans la grande région de Niagara. Et c'est la première fois que je découvrais des produits canadiens avec lesquels je suis tombé en amour. Et les vins canadiens n'ont pas nécessairement la cote parce qu'il y a d'autres options qui sont peut-être plus qualitatives, au même prix, voire même un petit peu moins cher. Mais j'ai visité des vignobles dans la vallée de Niagara et ce que j'ai adoré, c'est de m'asseoir ou de prendre un verre, donc de déguster avec les gens qui produisent le vin. Et j'ai eu la chance de rencontrer un directeur d'export donc, à la maison Stratus. Stratus, il faut savoir que c'est pas une grande maison, mais c'est un vignoble. Et c'est pas une grande maison en termes de superficie, mais je pense que c'est une grande maison en termes de qualité, en termes d'empreinte écologique aussi. Donc, là-bas, il faut savoir que tout le système de réfrigération, ou sans dire de réfrigération, mais tout le système donc, de conduit d'air est électrique. Donc, ils ont décidé d'aller vers un virage vert. Et leur chai, donc la majorité des produits qu'ils utilisent, c'est vraiment avec une conscience écologique et j'ai absolument adoré ça. Mais si jamais vous avez la chance d'aller à Niagara et de visiter Stratus, lorsque vous rentrez, vous allez voir, c'est littéralement une galerie d'art à l'intérieur. Donc, je suis tombé en amour avec Stratus, qui est un produit canadien, un produit qui vient d'Ontario, donc la vallée du Niagara. Et j'ai adoré prendre le vélo ou marcher et me promener dans les vignobles, c'est beaucoup plus accessible que vous pensez. Et la majorité des maisons là-bas, la majorité des vignobles là-bas, si vous achetez une bouteille, ben, ils vont vous rembourser le coût des dégustations. Donc, ça vaut la peine. En fait, c'est remboursé, c'est compris dans le prix des bouteilles de vin. Donc, je vous encourage à aller dans la vallée de Niagara. Et si jamais vous avez la chance là, d'aller dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique, où là, les produits sont peut-être un petit peu plus reconnus et ont la cote un petit peu plus élevée au niveau là, des vins qu'on va appeler des vins secs, donc pas des vins liquoreux, pas les vins effervescents, parce que le climat est un petit peu plus propice à ça. Donc, lorsque vous faites votre prochain voyage, ben, je vous encourage à peut-être mettre dans l'itinéraire d'aller visiter un vignoble ou d'aller faire un tour dans les vignobles, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, en Amérique latine, mais prenez le temps d'aller visiter des vignobles, d'aller vous asseoir avec papa, maman, les enfants qui ont repris le vignoble familial et de leur poser des questions. Et je vous le dis, je pense que votre expérience de dégustation va être amplifiée. Et souvent, il faut savoir que les plus petites maisons, ben, ils n'ont pas nécessairement la quantité ou les moyens de se rendre dans les SAQ, dans les LCBO et de faire de l'export. Donc, c'est certain que lorsqu'on a la chance de déguster des produits là-bas, mais il y a quelque chose de magique aussi où on est sur place, c'est là où ils font le vin, ils vous expliquent leur philosophie, puis je pense que ça vaut franchement la peine. Donc, tomber en amour avec une industrie comme la sommellerie ou comme le monde du vin, le monde du golf, mais il y a des gens qui sont là derrière cette passion-là. Puis je voulais vous en faire part. Ce que j'aimerais savoir, en fait, puis en commentaire, vous avez été nombreux à me féliciter ou à me donner des bons commentaires par rapport aux premiers épisodes, mais j'aimerais ça vous lire. Et c'est à votre tour peut-être de me partager votre terrain de golf fétiche. Ça peut être votre propre terrain de golf ou un terrain de golf que vous avez eu la chance de jouer il y a quelques années. J'aimerais ça que vous partagiez aussi peut-être le ou la golfeuse qui vous a inspiré à jouer au golf ou qui vous a accroché à ce sport-là. Puis au niveau du vin, ben, je serais vraiment curieux de voir c'est quoi votre petite pépite
La bouteille de vin qui est un incontournable pour vous, vous allez à la SAQ, vous achetez une bouteille de vin ou plusieurs bouteilles de vin, c'est immanquable, je ramasse telle étiquette. Je serais curieux de vous lire, puis peut-être que vous allez me faire découvrir, et je l'espère, vous allez me faire découvrir des nouveaux produits à la SAQ. Ça reste que c'est vaste et on n'a pas la chance de déguster chacun des produits. Je finis l'épisode en vous parlant d'un projet ou d'un objectif peut-être de carrière en termes de golf, de me rendre éventuellement à aller jouer ce que je considère la Mecque du golf. Donc, St. Andrews, le Old Course, là où, semble-t-il, où la légende le veut, le golf a été inventé. Donc, si j'ai des gens dans le podcast ou les gens qui écoutent le podcast qui ont déjà eu la chance d'aller jouer le Old Course à St. Andrews, ben, j'aimerais vraiment ça vous lire, puis j'aimerais vraiment ça avoir vos anecdotes là-bas. C'est un rêve, c'est un objectif de carrière éventuellement d'aller là-bas. Puis je pense que ça serait vraiment un moment magique d'aller visiter la région parce qu'il n'y a pas juste ce terrain-là, il y en a plusieurs autres. Et je serais vraiment curieux de savoir qui a eu la chance d'aller jouer, comment vous avez trouvé l'expérience. Est-ce que c'est aussi mythique qu'on entend en fait? Alors, je voulais vous faire part de mes petites pépites, des bouteilles de vin qui m'ont ouvert les yeux au monde de la sommellerie. Je vous souhaite une bonne dégustation. Et je vous rappelle que le podcast Au Tourneverre, c'est du premier départ jusqu'au dernier verre. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de soirée, dépendamment à quelle heure vous écoutez le podcast. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous cette semaine. Santé et à la semaine prochaine.